La Il y a vérité. 2 ans, tu nous as accordé une interview. C'est vrai qu'on n'était pas dans cette actualité brûlante. On avait parlé de ton parcours de manière assez synthétisée. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette interview sur la chaîne YouTube actupeople.net. La première fois où l'ancien Bon Koulibaly s'est ouvert à ActuPeople. Mais là, on voit le leader citoyen dans dans toute une autre dimension. Et c'est tout à ton honneur, hein. Donc, vas-y. Donc, fais-nous encore cette révélation. Justement, tu as été invité à une cérémonie d'excellence organisée par Abou Nidal, justement, tu disais. Exactement. Et lors de cette cérémonie, j'ai reçu un prix honorifique relativement aux actions menées. Et ce prix-là m'a été décerné en qualité de jeune qui impacte. Donc, au niveau du domaine éducatif, etc. Parce que nous avons organisé avec le mouvement citoyen des caravanes de sensibilisation sur le fléau de drogue et de grossesse en cours de scolarité. Nous avons implanté dans plusieurs établissements publics de Côte d'Ivoire des clubs de lutte contre la drogue financés par nous-mêmes. Et c'est là, en fait, que je souhaite interpeller ces jeunes. Je n'ai jamais bénéficié d'un soutien ou d'un financement du gouvernement. Jamais. Je n'ai même jamais demandé. Lors de cette cérémonie, après m'avoir reçu, n'est-ce pas, j'ai commis une erreur. Et je le reconnais. Et je le confesse. Cette erreur était de dire la vérité. Je pense que il est important qu'on réussisse à lutter contre un grand problème en Côte d'Ivoire. Un problème qui relève du droit fondamental d'un être humain. C'est la liberté d'expression. Et ce jour-là, j'ai dit que, chers tous, bonjour, nous sommes dans une Côte d'Ivoire de kakistocratie. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire où on fait la promotion de la médiocrité et on récompense le meilleur des médiocres. Après ce discours que j'ai tenu devant des ministres, le ciel m'est tombé sur la tête. Comme vous le dites, peut-être que certains l'ont interprété comme étant, on va dire, un message dirigé à ma famille. Certains l'ont peut-être interprété comme étant, m'ont peut-être vu comme étant un jeune qui essaie de se rebeller. Ou tu es instrumentalisé quelque part. Bon, on ne peut pas penser que je suis instrumentalisé. On ne peut pas le penser, parce que si je devais être instrumentalisé, j'aurais été instrumentalisé, je pense, par le gouvernement en place, vu que c'est ma famille. Donc, on ne peut pas penser ça. Mais on peut dire que c'est un jeune qui Instrumentalisé peut-être va par des leaders de l'opposition, peut-être. qui, on va dire, nage à compte courant. Et quand on nage à compte courant en Côte d'Ivoire, il faut te rendre compte que le courant est fort, tu vas te briser les bras. Et j'ai eu l'impression qu'on voulait me briser les mains. À la suite de cela, j'ai eu certains comptes gelés. À la suite de cela, une personne dont je préfère taire le nom m'a appelé. Ton nom a été rayé de certaines listes au niveau de la présidence. On me l'a dit. Je préfère taire son nom parce que je sais que faire une déclaration publique avec le nom de cette personne lui créerait beaucoup de problèmes. Ce n'est pas mon objectif. Telle personne a dit que tu as tenu des propos, tu as fait telle chose, tu as créé des problèmes, etc. J'ai eu tout le temps, j'ai fait une grande dépression. Et c'est cet épisode-là a, n'est-ce pas, favorisé mon départ précipité de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, toutes les portes étaient fermées. Il me fallait partir. Et quand je pars et que je perds mon passeport, et que je demande un nouveau passeport, et qu'il prend 9 mois pour revenir, je suis choqué. Choqué pourquoi? Soit
le système mis en place par le gouvernement relativement à la diplomatie, donc le consul, l'ambassade, etc., un système a changé. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Ivoirien... Son Excellence Issaka Konaté, qu'on salue ici, tout de même a pu faire le nécessaire oui, pour que il a pu faire. ton Donc, passeport. justement, on en vient. Je ne suis pas du genre à lancer des fleurs n'importe comment et n'importe quand, mais il faut dire la vérité avant tout. C'est un combat noble. Je meurs aujourd'hui, je ne serai pas déçu de moi. Parce que je pense... tu es resté fidèle à des valeurs, à des convictions. Exactement. Et donc, soit le système mis en place par la diplomatie, donc l'ambassade, etc., a un système qui ne fonctionne pas, a un système qui oblige un citoyen ivoirien à l'étranger à patienter 9 mois, le temps d'une grossesse et d'un accouchement, pour avoir un passeport, ou soit il y a une main noire, soit il y a un problème, soit on ne veut pas qu'il ait son passeport, parce que plusieurs personnes ont leur passeport très rapidement, je pense, même si ce n'est pas rapide, pas 9 mois. C'est ce qui m'a poussé à faire cette déclaration publique, à dire au consul, monsieur le consul, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à obtenir mon passeport, parce que 9 mois, c'est trop. Et par la suite, donc, je salue l'initiative, parce que j'ai été à ses bureaux, j'ai discuté avec lui longuement, et on m'a fait comprendre que le dossier était bloqué au niveau de la police, je pense, des frontières, au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne pouvais même pas donner le nom de la personne, mais j'ai dû appeler. Je ne vais pas... mon objectif n'est véritablement pas de jeter l'opprobre sur les institutions de l'État. Mon objectif n'est pas de salir la réputation de mon pays. Mon objectif n'est absolument pas de dire, de créer des problèmes. C'est de dire la vérité. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait cette déclaration publique et j'ai obtenu mon passeport. Après le temps d'un accouchement ou d'une grossesse, tout simplement. C'est à toi que je confie. Et ce soir, tu nous as confié pas mal de choses. On va en venir. Et en tout cas, ce titre se justifie aisément. Tu confies tellement de choses directes. Avant qu'on ne parle de cet ouvrage, je voudrais revenir sur un petit fait qui m'a marqué personnellement. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a commencé cette interview par l'actualité avec la dernière sortie du président Tidjane Thiam. Mais tout de même, cette dernière sortie, on a vu que le narratif avait changé. On voit un Tidjane Thiam très incisif. On voit un Tidjane Thiam très directif et qui s'adresse vraiment ouvertement au système en place et qui compte en découdre quelque part. Est-ce que tu n'as pas peur d'une certaine escalade? Alors, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avant de parler d'escalade ou des élections, il faut résoudre un problème fondamental. À 7 mois, on n'a pas le temps, c'est clair. Oui, si en 15 ans, on n'a pas pu avoir cette cohésion sociale en 15 ans, à 7 mois, même là, le toilettage de la liste électorale. Tout à fait. Donc, en 7 mois, créer un esprit de cohésion nationale, ce serait quelque part plus ou moins peine perdue. Peut-être des discours viendront quand même à cimenter l'esprit national quelque part, mais créer une cohésion nationale en 7 mois avant les élections, ce serait un leurre. Mais tout de même, est-ce que lorsqu'on voit les débats identitaires qui sont relancés, et tu l'as dit tout à l'heure, au lieu de mettre des idées face à des idées, on rentre dans d'autres diatribes. Et malheureusement, comme je l'ai dit, là on voit que tout de même le président Tidjane Thiam, il a commencé à froncer les sourcils. Tout de même, il est très directif. Et en face, on voit aujourd'hui les pics qui lui sont lancés. Et là, il parle directement au président Alassane Ouattara. C'est clair. Alors qu'il y a des rapprochements plus ou moins qui sont en tout cas élidés à travers des journaux. Somme toute, il y a un rapprochement qui est en train d'être créé. Mais lorsqu'on voit la teneur des propos aujourd'hui, lorsqu'on voit la teneur des sorties, est-ce qu'on ne craint pas une certaine escalade tout de même? Alors, moi, ce que je tiens à dire, mes propos vont s'adresser à deux types de personnes. Vas-y. D'abord à la jeunesse. Nous devons sortir des manipulations politiques. Avant d'arriver à l'élection de 2025, nous devons nous préparer à tout type de manipulation. Nous devons penser à la réconciliation. Et penser à la réconciliation avant l'élection veut dire qu'on doit penser à qui on écoute exactement. Qu'est-ce qu'on suit comme conseil? Nos influenceurs doivent arrêter
de prôner des discours de haine, d'inciter des jeunes à la haine, à la violence, de sortir des propos comme tu verras ce qui va se passer demain. Nous devons nous rappeler. J'ai eu des amis quand j'étais plus jeune qui s'appelaient Kwame, Koudou, des amis avec qui les rapports étaient très bons. Aujourd'hui, qui me regardent avec un air d'étranger. Je suis gêné. Mais ce regard d'étranger n'est pas anodin. Nous savons pourquoi il y a ce regard d'étranger. À cause de ce qui a pu se passer, à cause des manipulations qu'il y a pu avoir. Je pense que la jeunesse doit prendre conscience que nos parents qui sont décédés lors de la crise, à cause des manipulations et de l'influence, ne reviendront jamais à la vie. Mais c'est censé nous donner des conseils, c'est censé nous faire apprendre des choses et nous servir d'exemple pour mieux marcher dans la vie. Donc faites attention aux discours de haine et ne tombez pas dans cette manipulation médiatique. La deuxième cible de mon message, c'est nos personnalités politiques. Ils doivent comprendre que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui n'est plus cette jeunesse-là, et je l'espère, qui se lèvera pour aller se battre pour un certain candidat, pour un quelconque candidat. Peut-être des étrangers à la guerre que nous avons pu avoir en Côte d'Ivoire le feront, mais pas notre jeunesse. Donc, je leur demande de nous montrer l'exemple ou de partir, tout simplement. Nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme. Je demande vivement à nos gouvernants de prendre des dispositions de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir une effusion de sang en Côte d'Ivoire. Est-ce que je pense qu'il y aura un problème? Je ne pense pas. Parce que je pense que la jeunesse ivoirienne aura écouté ce message et aura compris que quand c'est pour remporter le pouvoir, c'est eux qui nous incitent à la haine, c'est eux qui nous incitent à nous battre, c'est eux qui nous incitent à prendre des armes. Sortez de vos maisons, si vous dormez, ne dormez plus, etc. Mais lorsque ça va, c'est entre eux que ça se passe. C'est entre eux qu'il y a des distributions de sous. C'est entre eux qu'il y a des marchés. C'est entre eux que la corruption se voit. Et encore, quand ça va, c'est nous qui payons les pots cassés. Aujourd'hui, quand je vois le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, organiser à quelques mois de la culture, des élections à un forum de l'emploi, je suis d'abord déçu du manque de stratégie du ministre Mamadou Touré. C'est flagrant. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige une jeunesse, monsieur le ministre. C'est incroyable à quel point il n'y a aucune subtilité. Donc ce n'est pas avant les élections qu'on va essayer de nous intéresser à un problème qui n'a pas encore eu de solution. Mais avant les élections, il y a eu quand même pas mal de programmes pour les jeunes, tout de même en 15 ans. Oui, je ne suis pas... Le ministre Mamadou Touré en fait tout de même souvent le point. Il en fait le point très souvent par rapport aux programmes qui ont été dédiés aux jeunes, par rapport à des financements. 1 milliard de jeunes par jour. Vous avez un fils 1 milliard de francs CFA par jour pour la jeunesse. Oui, mais au-delà des 1 milliard de francs CFA, il y a eu tout de même beaucoup de projets qui ont été faits à l'avantage des jeunes. Et le ministre Touré Mamadou, justement, fait très souvent le point. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai une question à vous poser parce que j'ai des jeunes qui me parlent. Je discute avec des jeunes. Il y a eu combien d'entreprises représentées ce jour-là au Palais de la Culture? Est-ce que vous savez? Combien d'entreprises étaient là pour recruter? Vous savez? Si toutes les initiatives avaient été mises en place, comme vous le dites, par Mamadou Touré, avant les élections, vous pensez qu'il y aurait 10 000 jeunes qui cherchent à travailler comme ça en Côte d'Ivoire? 10 000 jeunes. Et encore, je pense que le nombre est restreint, c'est un petit nombre que nous donnons. C'est plus de 10 000 jeunes. Donc, s'il y avait tant que ça des initiatives qui avaient été initiées au niveau pour la jeunesse donc, pour toi, ce forum, c'est un leurre quelque part pour appâter les jeunes à l'orée des élections? Ce n'est pas pour moi. C'est une réalité, c'est un fait. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on essaie de trouver une solution à laquelle, depuis 15 ans, on n'a pas pu trouver. Ce n'est pas lorsqu'on a besoin des votes qu'on vient nous faire croire qu'on va réussir à régler notre problème de chômage. Monsieur le ministre, ce n'est pas comme ça qu'on trouve une solution à une jeunesse. Moi, je demande juste à M. Mamadou Touré de revoir sa façon de gérer les choses. Je l'avoue, l'agence emploi jeune a été mise en place.
il y a certaines dispositions qui sont mises en place. Ça existe depuis de nombreuses années. Hein. Exactement. Donc, depuis l'AGEP, depuis 1993, 95. Vous convenez donc avec moi que juste, ce n'est pas une initiative. La dénomination qui moi, aura changé. personnellement, je pense que nous sommes dans un état sérieux. Nous sommes une jeunesse. Notre avenir, si ce n'est pas le cas pour certaines personnes, notre avenir est important pour nous. Lorsque je vois le ministre Mamadou Touré recevoir Dougou Tigui, par exemple, je ris tant j'ai mal. Et parfois, la douleur se manifeste par des sourires. Quand je vois des centaines de jeunes... Ça reflète un peu ce que tu as dit lors de ta prise de parole à l'Ivoire, lorsque tu dis qu'on est dans une société Côte d'Ivoire de kakistocratie. Voilà. Exactement, parce que c'est ce qu'on voit. Des récompenses des jeunes. On récompense des jeunes qui sont dans la distraction, pendant que des jeunes là qui ont des projets sérieux sont mis à l'écart. Pourquoi ils sont mis à l'écart? Pourquoi est-ce qu'on donne tant d'argent à Dougou Tigui pendant que Ben Aziz Konaté, par exemple, a une entreprise volaille d'or et reçoit 10 millions chaque année, parce qu'il est président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, 10 millions chaque année. Pendant qu'un individu, combien a reçu Dougou Tigui? Pour une entreprise qui a fait faillite. Parce que distraire un peuple nous permet de le manipuler, tout simplement. On n'est plus à une phase où la jeunesse ne comprend pas le système politique. Je dis qu'aujourd'hui, on met les jeunes au pouvoir. Je pense qu'avec un certain accompagnement, on pourra redresser la Côte d'Ivoire. Parlons du franc CFA. Je dis, il faut un nouveau visage. C'est le franc CFA, par exemple. Une monnaie qui nous maintient sous domination. Une monnaie qui n'est pas gérée par nous-mêmes. Si nous, Guillaume Vergès, notre président ne peut pas produire le nombre de billets qu'il veut, si jamais nous avons des problèmes en Côte d'Ivoire, pour avoir un certain montant, on doit demander la permission. Les billets, le franc CFA n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire, c'est fabriqué quelque part en France. Tout ça, c'est des problèmes auxquels on ne trouve pas de solution. Et pourquoi on ne sort pas du franc CFA? Parce qu'on a peur de perdre un certain soutien. Il y a tous ces sujets-là que des jeunes maîtrisent, que des jeunes connaissent. Il n'y a pas que des jeunes abrutis, il n'y a pas que des jeunes distraits en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des jeunes instruits. Et ces jeunes instruits ont besoin de soutien. Ces jeunes instruits ont besoin... On a besoin d'un visage nouveau. On a besoin d'une Côte d'Ivoire nouvelle. En tout cas, pour parler de jeunes instruits, on en a un cap à temps sur notre plateau. Et je suis très heureux de voir... En tout cas, ça vole très haut. Ça vole très, très haut. Il faut qu'on aille vers la fin de cette interview. On va quand même faire la petite parenthèse de « C'est à toi que je confie ». Et tu nous as confié pas mal de belles choses. Moi, je lis en exclusivité. Je voudrais t'en remercier. Merci pour l'honneur que tu m'as fait de lire. Donc, en avant-première, l'ouvrage « C'est à toi que je confie ». Tu parles de la vie de ce jeune de Peleforo. Peleforo, sa marche commence quelque part au nord. Ce jeune qui grandit avec ses parents, d'une caste, on va dire, de prince, de roi, mais qui a eu une vie chaotique, mais qui au final a pu quand même, au terme des vicissitudes existentielles, a pu s'en sortir et quelque part reste en tout cas la démonstration forte de cette jeunesse dont tu parles et qu'on voudrait, qui devrait en tout cas pouvoir se soustraire de toutes les difficultés auxquelles elle fait face. On en parle, le jeune Peleforo. De quoi il s'agit dans cet ouvrage, justement? Bien. Toi, tu en es l'auteur. Tu pourrais mieux en parler. C'est vrai que moi, j'ai essayé de synthétiser un peu parce que je l'ai lu d'un seul trait. 170 pages ou 135 pages, je crois, si j'ai bon. 145 pages, oui. Plus exactement. Oui. Je l'ai lu pendant 4 heures, 5 heures de temps, mais en tout cas, très, très bien écrit. Alors, Peleforo parle sans filtre des réalités de milliers de jeunes Ivoiriens. Des réalités que certaines personnes préfèrent ignorer, se disant qu'elles vont se résoudre elles-mêmes. Mais les réalités, les problèmes ne peuvent pas se résoudre eux-mêmes, il faut en parler. Peleforo est véritablement un appel à la conscience, mais également un message d'espoir. Dans Peleforo, on entend qu'il n'y a pas de fatalité. Peu importe ta situation sociale, peu importe les défis auxquels tu es confronté,
importe le système, aussi gangréné qu'il soit, dans lequel tu évolues, il y a toujours une sortie si tu suis la lumière au bout du tunnel, tout simplement. En tout cas, le jeune Peleforo, il a une vie très, très difficile. Moi, je vois ces images de sa première marâtre. Tu le battais, cette femme Gouraud, dont l'auteur que tu es parle dans le livre. Ensuite, la marâtre, la femme Doula, Tanti Mariam, je crois bien. Tanti Mariam. Voilà, Tanti Mariam. Malgré toutes ces bastonnades, et le jeune qui, en tout cas, au final, a pu... Il a même eu, il a eu un parcours académique un peu en dents de scie. Et même lorsqu'il a pu avoir le baccalauréat avec l'aide de sa mère, qu'il est venu à la ville, à Abidjan, parce que le jeune de Korogo, ensuite, il s'est retrouvé à Tia-Salé, il a bourlingué un peu partout, il s'est retrouvé à Abidjan. Et même là encore, à l'université, il va avec les mauvaises compagnies. Il se retrouve même en prison avec 2 frères. Toutes ces intrigues dans cet ouvrage. C'est un fait vécu. Peleforo, il a vraiment existé, il a vraiment vécu tout cela. C'est vrai, l'ouvrage va sortir, chacun se fera son opinion, mais est-ce qu'il a vraiment vécu tout cela? Bien, alors avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser un fait. Ce fait-là, c'est le suivant. Si j'avais un problème contre ma famille, la famille Gon, je n'aurais pas utilisé un personnage avec le nom Peleforo. Peleforo, c'est mon arrière-grand-père. D'accord? Peleforo Gon Koulibaly, Amidou Foué-Boigny, etc., géniteur, etc., d'Amadou Gon Koulibaly, etc., ministre et tout ça. Donc, j'ai utilisé Peleforo déjà pour mettre en avant ma famille. Parce que j'aime ma famille. Il y a des blessures internes, on en parlera, mais j'aime ma famille. Au-delà de ça, Peleforo est le miroir de la jeunesse. Il reflète les réalités de milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Dans cette œuvre-là, nous parlons de différentes réalités vécues par différents jeunes en Côte d'Ivoire. J'écoute la jeunesse, je suis à l'écoute de la jeunesse, on me parle. Mais c'est vrai qu'un écrivain laisse un peu du sien, un peu de lui-même dans une œuvre. Mais ce n'est pas une biographie. Tout à fait. Ce n'est pas une biographie. Ça reste un récit assez romancé. Laisse un peu de lui-même dans une œuvre. C'est la vie de plusieurs personnes, plusieurs jeunes, des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire, qui a été structurée. Au point où le jeune Peleforo, il se retrouve même à force d'addiction de drogue dans un camp sommaire où pour les sorties de la drogue, il y a vraiment, on va dire, des méthodes assez archaïques, mais tout de même qui arrivent tout de même à faire leur effet, d'autant plus que malgré les Nansigi, tu en parles, ils arrivent à se soustraire quand même de la drogue, à se sortir, et même il arrive à construire une vie familiale. Parce que... Il arrive à avoir une belle jeune dame qui s'en tiche de lui. Il y a eu Trudy et il y a une autre. Trudy, je crois, c'est elle-même qui a pu lui donner un enfant dans le roman. Oui. Et il y a la belle Yasmine, je crois bien, qui, elle, est restée sous l'addiction, malheureusement, de l'herbe. Pas mal de choses. Waouh. Bon, il y aura peut-être un tome 2, mais avant d'en arriver en tout cas, avant d'en arriver là, j'aimerais préciser un autre détail. Ouais. Ce détail-là, c'est que vous avez pu le dire vous-même, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'après tout ce par quoi Peleforo est passé, donc après tout ce par quoi les milliers de jeunes en Côte d'Ivoire passent, la drogue, le trafic de drogue, qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire, on en parle dans l'œuvre, la corruption, qui sont les acteurs, comment sortir de là, on en parle dans l'œuvre. Après tout ça, il y a une solution. Il y a une solution et il y a une possibilité de sortir du piège qui a été orchestré par un système. Il y a la possibilité, peu importe que tu sois pauvre, que tu viennes d'une famille où il n'y a pas les moyens, que tu sois actuellement dans la drogue, que tu sois actuellement en prison, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution si tu suis des conseils. Il y a un adage qui dit chez nous en Côte d'Ivoire que ce qui conseille, ce n'est pas des conseils, c'est les conséquences. Voilà. Et dans cette œuvre-là, nous avons des conséquences d'un jeune qui s'adonne à la drogue, à la corruption, au vol, à la prison. Dans cette œuvre-là, nous parlons de la vie de milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que j'ai pris de la drogue, parce que c'est très important parce que vous avez essayé de faire un certain rapprochement. Il faut dire que je suis ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je
connais les réalités, je vois les réalités, j'entends. J'ai vu des milliers de destins brisés à cause de la drogue. J'ai vu des milliers de jeunes être enfermés en prison. J'ai vu la corruption, etc. C'est qui la cible de mon œuvre? La cible de Peleforo, c'est tout le monde. C'est d'abord la jeunesse. La jeunesse doit savoir qu'elle a un potentiel qu'elle doit exploiter. Elle doit savoir que peu importe les difficultés qu'elle traverse, elle pourra s'en sortir dans la vie. C'est les parents qui doivent être à l'écoute de leurs enfants, qui doivent enseigner l'amour de la lecture aux enfants, leur faire comprendre qu'il est important de lire, mais également se servir de ce manuscrit comme un code de vie, où il y a les réalités de la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas inventé, il n'y a pas de fiction. Tout ce qui est écrit dans cette œuvre est vrai. Avec Les différents parents. acteurs? Non, Ou c'est le même? structuré en un seul personnage pour la cohérence des propos. Tout simplement. La cible, c'est les institutions de la Côte d'Ivoire, l'école. L'idée est que cette œuvre-là soit étudiée par des élèves à l'école. Qu'on puisse faire en sorte que les élèves puissent lire cette œuvre-là. C'est vrai qu'on a lu des œuvres comme Racine, etc. à l'école. Les phrases de Bento. Les phrases des Bento, etc. Ouais, le plus célèbre. Mais l'idée, c'est que D'entre nous ces puissions ouvrages, ouais. apprendre à nos jeunes, à nos enfants, les réalités de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on dira qu'on ne le fait pas, parce que ça vient d'un jeune qui apporte certaines critiques. Peut-être que la vérité blesse, mais je pense que pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien de la jeunesse, il faut également qu'on puisse faire en sorte que cette œuvre-là soit un best-seller, comme la Bible, parce qu'elle vient pour prêcher la nouvelle évangile, la nouvelle citoyenneté nationale. Au-delà des institutions, nos leaders également. Il faudrait que nos politiques, nos personnalités politiques se rendent compte des réalités de leur jeunesse. Il faudrait que Mamadou Touré, et je vais lui faire une dédicace, je veux lui envoyer cette œuvre. Je vais lui envoyer cette œuvre pour qu'il puisse lire cette œuvre, se rendre compte de la réalité de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse dont il est le représentant. Il fait bien son travail parfois, en tout cas. Je pense que tout le monde mérite d'être critiqué. Donc, Peleforo, oui, c'est un code de vie. C'est une source d'espérance, une source d'espoir. Et c'est également un cri de cœur. Mais je pense que cette œuvre-là permettra à beaucoup de jeunes d'être réinsérés dans la société. En tout cas, elle mérite d'être promue, cette œuvre. Et la sortie, tu l'annonces pour quand? Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Avant les élections. Avant les élections 2025, élections. pour éviter que les Peleforo de la Côte d'Ivoire ne tombent dans les pièges tissés par certains systèmes, par certaines institutions, tout simplement. Lansing Gbon Coulibaly, président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. C'est notre invité. Nous allons vers la fin de cette interview. Avec lui, nous avons eu une interview vraiment, vous l'aurez deviné. Il a touché les mots avec des mots, de manière très directe, de manière très incisive. C'est dire que cette jeunesse aujourd'hui, comme je le disais en introduction, ne compte pas se laisser faire. Elle sait choisir les mots. Elle sait se faire entendre. Et lorsqu'elle veut parler, à travers ces éminences comme celle-ci, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et vous l'avez compris. Et c'est clair que lorsqu'on a démarré cette interview, il a mis le doigt sur le mal de la Côte d'Ivoire. Il a parlé pour lui, il n'y a pas de cohésion. Malgré les 15 ans de gouvernement du président Alassane Ouattara, ce gouvernement n'a pas réussi à asseoir une certaine unité nationale en Côte d'Ivoire, malheureusement. Et tout cela a décliné vers cette atmosphère délétère qu'on voit à l'orée des élections présidentielles annoncées pour octobre 2025. Et pour lui, somme toute, il a dit, il faut des visages nouveaux, un visage jeune. Et encore plus, cet appel, il a dit, le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudin étaient à la CPI. Il faille quand même que le camp adverse se retrouve aussi à la Cour pénale internationale à La Haye. Lansing Gbon Coulibaly, c'est à la caméra de Daily Stone pour cette interview que tu nous accordes et on t'a retrouvé quelque part en Europe. Je voudrais te dire grand merci. Parce que des jeunes comme toi, c'est vrai que sur les panels TikTok, ça pourrait voler très souvent haut ou peut-être bas. Mais une chose est sûre, de manière formelle sur ce plateau, ce soir, personnellement, moi, tu m'as ébloui par la justesse de tes propos, par le fait que tu as, on va dire,
cette conviction que tu dégages, ces valeurs que tu les transmets, c'est surtout ça. Et tes opinions, tu les assumes. Et c'est surtout ça aussi, un jeune qui forcément a de l'ambition. Pour tes derniers propos, tu as la caméra de Diddy Stone, tu as un mot très très fort. C'est vrai que les messages, tu en as fait passer à l'endroit des politiciens, à l'endroit des leaders politiques, à l'endroit des jeunes, à l'endroit des couches socio-professionnelles en Côte d'Ivoire. Mais là, tu as la caméra de Diddy Stone, autant que tu veux, en termes de minutes, vas-y. Bien, je pense que tout a été déjà dit. Le plus important aujourd'hui, c'est que la jeunesse prenne conscience des réalités que nous avons. Notre avenir nous appartient. La Côte d'Ivoire n'évoluera pas pour d'autres personnes que nous-mêmes. Il est temps que nous prenions les armes. Et ces armes-là ne sont pas des armes de guerre, mais ces armes-là sont des volontés de réussir. Ces armes-là sont des convictions. Il faudrait que nous puissions sortir de la manipulation, accepter le fait qu'il y a pu avoir certaines critiques qui ont été faites, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tribalisme, c'est ensemble. C'est ensemble dans l'unité. C'est ensemble dans la paix. C'est ensemble dans l'union, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire juste, loin de la kakistocratie, de la médiocrité, de la corruption, du chômage, de l'endormissement de conscience en masse. C'est ensemble que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Merci Guillaume Vergès. Merci à toi, Lancine. Merci infiniment. Merci pour cette belle interview que tu as bien daigné accorder à ActuPeople.net. En tout cas, merci. Merci. Et je pense que ce genre de prise de parole, très souvent, on en a besoin pour secouer un peu les mentalités, pour secouer les consciences. Et lorsque c'est porté par des jeunes, par un leader de mouvement citoyen jeune, franchement, ça résonne très, très fort. Ça a été un grand plaisir pour moi, en tout cas. Je pense que j'ai conclu avant l'heure. J'espère que vous allez prendre plaisir et que vous avez pris plaisir, en tout cas, à suivre cette interview. Moi, j'ai pris plaisir donc à pouvoir conduire cette série de questions-réponses. Et toute l'équipe de Chic Images avec Diddy Stone et Oni était là pour capter les images pour le compte d'ActuPeople.net. On se retrouve très bientôt pour une autre interview encore démentielle. Je pense que vous allez vous habituer à ces interviews grand format comme ça auxquelles on vous avait habitué les années antérieures. Et là, on revient en force. Après le député de Yopougon, Diaoufoué, qui lui a été très incisif, je pense que là, l'ancien Bon Koulibaly, il a mis un cap un peu très très haut. Merci encore une fois de plus. Et j'espère qu'on te retrouvera certainement avant les élections. J'espère également que je pourrai enfin rentrer dans mon pays et retrouver une paix durable. Tu penses rentrer quand? Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Parfait, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Merci à toi. Ça a été un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une autre interview sur ActuPeople. C'était Guillaume Vergès pour le compte de votre média digital. Sur la chaîne YouTube ActuPeople.net, vous êtes aujourd'hui près de 200 000 abonnés. On vous dit encore merci. Sur la page Facebook également, près de 300 000 abonnés. Continuez de nous suivre, de partager nos interviews. Et c'est ainsi en tout cas que nos messages pourront faire le tour du monde. Parce que vous êtes des millions à travers le monde à nous suivre. À très bientôt. Ciao. Merci.